actuellement, il y a un organisme supranational qui organise et qui finance la censure mondiale des réseaux sociaux, et y compris de la presse. Alors, ça se passe comment ? Alors, moi, j'ai travaillé dans les médias mainstream. J'ai pas travaillé à FR3 à l'époque, à TV5 Monde. J'ai travaillé à TF1 la plupart du temps. Et j'ai aussi travaillé au Monde, j'ai fait des articles de presse. J'ai aussi travaillé dans la presse régionale. Au départ, j'étais dans la presse régionale et j'ai aussi travaillé dans les radios. Quand ça a commencé les radios libres, il y avait une radio libre qui était destinée à la presse. Et j'ai commencé aussi là-dedans, dans cette radio. Donc j'ai fait à peu près tous les médias de la presse écrite, radio et télé. Alors, la plupart du temps, j'ai travaillé donc en télévision pour un journal télévisé de 20 heures qui était le journal le plus regardé donc, de France et d'Europe d'ailleurs. Donc tous mes reportages consistaient à parler au grand public et à rendre intelligible et compréhensible par tout le monde, ce qui parfois était un peu hermétique. Donc c'est ce à quoi je me suis attelée pendant toute ma carrière, et c'était mon souci de journaliste, c'était de rendre intelligible ce qui ne l'était pas. Et donc inévitablement, au départ, je me suis intéressée aux questions environnementales. Donc il y a eu le fameux nuage de Tchernobyl, donc là, c'est la première fois que je me suis heurtée au mensonge d'État. Et on l'a dénoncé d'ailleurs dans une télévision mainstream à une heure de grande écoute avec Jean-Claude Bourret d'ailleurs qui dirigeait le 13h. Donc on a pu dire que oui, le nuage de Tchernobyl était bien passé sur la France alors que le gouvernement disait le contraire. Donc on pouvait contredire le gouvernement sur un média du grand public et qui dépendait du contrôle de l'État. Donc vous voyez que les choses se faisaient. En 40 ans, ça a beaucoup changé. En 40 ans, ce qui se faisait ne se fait plus, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de débat contradictoire. Avant, il y avait un débat contradictoire, il y avait une certaine liberté, ou en tout cas un respect des journalistes, et même l'État, quand il intervenait, il prenait les gants, il prenait des gants, il mettait les formes, et depuis, il y a eu une concentration de la presse qui s'est accompagnée d'une absence de complexe dans la censure. C'est-à-dire que c'était plus tabou de censurer des journalistes ou de censurer des médias ou de leur imposer une ligne éditoriale. Quand cette pandémie est arrivée, ou pseudo-pandémie, moi je n'ai pas été étonnée parce que j'étais sûre qu'ils allaient faire une pandémie, étant donné que lors de la pandémie H1N1, il avait été dénoncé le fait que c'était une fausse pandémie et que la prochaine fois, on pouvait déclarer une pandémie avec un rhume, un virus de rhume. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que l'OMS a changé la définition du mot pandémie. Donc on peut maintenant déclarer une pandémie sans qu'il y ait une grosse mortalité due au virus dit pandémique. C'est fascinant parce que tu as travaillé pour TF1 et tout d'un coup, une journaliste qui a fait sa carrière dans les mainstream du site Jean-Claude Bourret, qui disent que tout le monde attend d'entendre enfin sur ce qui est censé être des médias qui le disent. Et comment se fait-il que tes collègues ou tes anciens collègues ne disent pas les choses aussi simplement à partir de faits ? Comment ça se fait ça ? C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans la presse en général, c'est qu'il y avait avant une grande diversité, et moi j'appelle ça une grande biodiversité. C'est-à-dire que dans une rédaction, vous pouviez avoir des gens qui pensaient certaines choses, et puis d'autres journalistes qui pensaient d'autres choses. Et à l'intérieur même des rédactions, il y avait un débat. Et alors ce qui s'est passé en 40 ans d'évolution de la presse, dans les médias en général, je ne parle pas que de TF1, parce que c'est la même chose à France 2, sur le public, c'est la même chose dans la presse écrite, et c'est la même chose dans la radio. Ce qui s'est passé, c'est que la biodiversité des journalistes a disparu. Maintenant, il n'y a plus qu'un seul modèle, c'est un modèle unique. Et automatiquement, avec un modèle unique, et quand la biodiversité disparaît, il y a une monoculture qui s'installe. Alors, c'est pas la monoculture du maïs, mais là, c'est la monoculture de l'information qui fait que vous n'avez plus de débat à l'intérieur d'une rédaction et vous n'avez plus qu'un seul point de vue qui s'exprime. Et comme en général maintenant,
le seul point de vue qui domine, c'est celui du narratif de l'exécutif, du gouvernement, eh bien vous avez le même narratif partout et vous avez un rouleau compresseur qui se déroule et qui fait que les gens, soit ils n'écoutent plus les médias mainstream parce qu'ils disent qu'ils mentent, soit ils les écoutent et ils sont sous l'emprise du narratif unique. Comment est-ce que les journalistes qui travaillent dans la difficulté, le quatrième pouvoir, le contre-pouvoir, maintenant qu'ils sont pratiquement la voix du pouvoir, comment se sentent-ils? Comment travaillent-ils une journée? Est-ce qu'ils sont conscients de ça? Est-ce qu'ils sont dans des... Comment vos collègues ressentent-ils? Vos anciens collègues ressentent-ils ça? Moi, je ne parlerai pas de mes anciens collègues, je parlerai de tous les journalistes en général qui sont dans les médias mainstream. Eh bien, écoutez, de toute façon, maintenant, dans les médias mainstream, ils ont plus tellement le temps de penser. Déjà, ils n'ont plus beaucoup le temps de penser. On leur demande un rendement très, très intensif qui fait qu'ils sont sans arrêt, la tête sous l'eau, à devoir fournir de plus en plus vite les reportages sans avoir le temps de les creuser et de les bosser. C'est parce qu'on leur demande un rendement qui est plus important que celui qu'on avait il y a 20 ans, par exemple. Et la façon de travailler a changé dans la presse. Il y a 20 ans, le matin, on recevait les journaux sur nos bureaux. Pour un service, on avait tous les journaux. Et on commençait par lire les journaux déjà. Donc on lisait, moi je lisais 4-5 journaux quotidiens, chaque jour. Hein. Donc je lisais Libé, après je lisais Le Figaro, après je lisais Le Monde si je ne l'avais pas lu la veille, mais en général on l'a lu la veille l'après-midi. Je lisais Les Échos, je lisais La Croix, je lisais tout ça pour avoir un éventail. Ça a disparu. Ce qui se passe maintenant, c'est que tous ces journaux finalement ils servent le même narratif qu'ils ont pris eux-mêmes de l'AFP et finalement si vous lisez l'AFP vous aurez après toutes les mêmes histoires dans tous les journaux, donc à la limite c'est pas la peine de tous les lire parce que maintenant ils lisent plus que l'AFP et donc on aura la version de l'AFP et l'AFP c'est la voix du gouvernement. Il n'y a pas de critique à l'AFP. Hein. L'AFP, c'est le gouvernement. C'est comme l'agence TASS au moment de l'Union soviétique. Il y avait l'agence TASS, maintenant il y a l'AFP. C'est très difficile maintenant de faire confiance à l'AFP parce que l'AFP il y a une dérive de l'AFP aussi. Il y a 20 ans, l'AFP était un peu plus honnête. Et je connais parce que je sais, j'ai mes collègues, les gens avec qui j'étais à l'école de journalisme, qui étaient même directeurs de l'AFP. Donc je sais très bien comment c'était il y a 20 ans, puis on avait les dépêches. Il y avait quand même un peu plus d'informations. Et là, actuellement, les journalistes, ils n'ont plus le temps et ils n'ont plus les moyens. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Dans les rédactions, on avait des documentalistes. Et on avait un service de documentation. Et ils étaient nombreux, chez nous, ils étaient 4-5. Donc tous les jours, ils reçoivent la presse, ils l'archivent, ils font des dossiers. Et quand on vous demande un sujet sur la radioactivité dans les centrales nucléaires, pour le soir même, vous n'allez pas l'inventer. Vous voyez ? Entre le matin 9h et le soir 20h, vous devez avoir assimilé le dossier, avoir interviewé des experts et ensuite avoir fait un montage et un commentaire et le diffuser à 20h. Voilà. Au moins, avant, on allait au service de documentation et on leur disait est-ce que vous avez un dossier sur la radioactivité dans les centrales nucléaires? Et eux, ils imprimaient, parce qu'ils avaient tout archivé, donc ils savaient qu'il y avait dans tel journal un article, tel journal un article. Donc après, vous donnez le dossier, et vous, quand vous faisiez votre reportage, vous regardez ce qui s'était écrit 5 ans avant, même quelquefois, ou 6 ans avant, et donc ça vous donnait un background dans le temps. Maintenant, il n'y a plus de background. On ne sait plus rien, donc on a effacé la mémoire, y compris chez les journalistes. Mais regardez quand même, ici donc c'est pour ça que je filme un peu ce qu'il y a derrière vous, c'est les universités d'été, il y a 500 personnes tous les 3 jours, avec des scientifiques, avec des gens éminents, et les quelques titres qu'il y a eu dans la presse locale, c'est le grand rallye des complotistes, quoi. On est complotistes alors qu'on publie des données scientifiques, il y a des gens éminents, et quand ils parlent de nous, c'est complotiste. Alors, comment fait-on pour qu'à un moment, ils ouvrent les yeux, ils aient une attitude plus de journalisme à l'ancienne, c'est-à-dire d'essayer de savoir? Oui, écoutez, qu'est-ce que c'est complotiste? C'est qu'il y a des gens d'abord qui complotent, il y en a, il faut le savoir. Il y a
des gens, des laboratoires qui ne respectent pas les règles de sécurité des vaccins, donc il faut le savoir. Les scandales sanitaires, ça existe, j'en sais quelque chose, puisque j'en ai traité un bon paquet. Hein. D'abord, j'ai traité le scandale du nuage qui était soi-disant pas passé au-dessus de la France. J'ai traité le scandale du sang contaminé. À l'époque, on ne parlait pas de complotistes. On ne disait pas que les gens qui dénonçaient le scandale étaient des complotistes. On disait, il y a un scandale du sang contaminé. Qui est responsable? Donc on allait chercher les responsables, pas ceux qui dénoncent les scandales. Actuellement, il y a des scandales sanitaires, et au lieu de s'occuper des scandales sanitaires et des effets secondaires des scandales sanitaires, on va attaquer ceux qui les dénoncent en les traitant de complotistes. Donc il y a un renversement de la culpabilité, et il y a une mise, on appelle ça des arguments d'autorité, en disant oui mais vous dénoncez, c'est vous qui êtes en tort. Non, attendez, qu'est-ce qu'on dénonce? Et après, allez voir ce qu'on dénonce. Et voyez si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ça, c'est une chose. Et d'autres scandales, j'en ai traité d'autres. Hein, parce qu'il y avait aussi le scandale qui était le scandale des Irlandais de Vincennes. Alors là, tout le monde a... Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'était pas sanitaire, c'était politique. Là, c'était Mitterrand qui était quand même bien sérieusement mouillé. Il y a eu le scandale aussi de Greenpeace, quand ils ont fait sauter un bateau de Greenpeace. Ça aussi, c'était Mitterrand qui était mouillé. Mais après, il y en a eu d'autres. Il y a eu le scandale du sang contaminé. J'en ai parlé ou je ne sais pas. Le sang contaminé, ça a été un gros scandale. Et on a dénoncé les responsables. Au moment c'était au moment du sida, le sang contaminé. Ce qui s'est passé au moment du sang contaminé, c'est qu'on a laissé sur le marché des lots de sang qui étaient contaminés par le virus HIV. Et on les a laissés sur le marché, sachant qu'il y avait des moyens normalement de les neutraliser et de les retirer du marché pour pas qu'ils infectent les malades. Et ça n'a pas été fait, ce qui fait qu'il y a eu des gens qui sont morts. Bon. Et ben, ce serait à l'heure actuelle, on dirait ah ben c'est vous qui êtes complotiste de dénoncer ça. Ben non, à l'époque on a dénoncé le scandale du sang contaminé. On a aussi dénoncé le scandale du vaccin hépatite B, qui avait énormément d'effets secondaires. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le vaccin à hépatite B, le scandale a été dénoncé. Ils ont fait le dos rond. Moi, je me suis dit, bon, le vaccin hépatite B, ils vont arrêter. Mais non seulement ils n'ont pas arrêté, mais ils en ont rajouté. Et après, ils l'ont même rendu obligatoire. Sous Macron, ils l'ont même rendu obligatoire à des bébés qui n'ont aucun risque d'avoir l'hépatite B. Donc là, ils ont tous les risques du vaccin, sans avoir les risques de la maladie. Ils n'ont que les risques. Donc ce vaccin, pour les bébés, est devenu obligatoire. Donc qu'est-ce qu'ils doivent faire les gens? Ils doivent savoir qu'il faut s'informer. Et s'informer, c'est commencer à résister. Donc je dirais, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je dis, il faut s'informer. Et s'informer où alors? Alors s'informer maintenant, c'est difficile de s'informer. Moi, j'avoue, je lis de moins en moins les journaux mainstream. Moi, personnellement, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter et surtout Telegram. Donc, je dis maintenant qu'il faut s'informer là où vous pouvez, mais au moins sur Telegram, moi, jusqu'à présent, j'ai pas vu de censure. Il faut s'inscrire à plusieurs, il faut toujours comparer et il faut toujours faire son tri. Voilà. Il ne faut jamais rien prendre pour argent comptant. Vous faites votre tri, mais c'est chronophage, ça vous demande énormément de temps. C'est fascinant. Une ancienne très grande journaliste qui a travaillé parmi les scandales historiques, j'en savais quelques-uns, je m'aperçois que vous avez travaillé sur énormément de scandales qui ont marqué ma jeunesse, qui a travaillé sur tout ça, qui dit... Et d'autres encore. Oui, et vous n'avez peut-être pas tout cité. Ah non, j'ai pas tout cité. Et là, qui dit, oui, on peut s'informer en allant voir les réseaux de Telegram. C'est extraordinaire. On vit dans un monde vraiment de transition, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Oui, alors, parce que ce qui a changé, parce qu'il y a des choses qui ont changé en mal, franchement, et la presse mainstream, c'est pas pour rien si les gens se sont aussi détournés. Mais parce qu'il y a aussi eu la montée des réseaux sociaux. Bon. Mais les réseaux sociaux, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une censure organisée sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Et il y a une censure qui est financée en plus. Financée par les fondations Bill Gates et aussi par Facebook.
C'est-à-dire que actuellement, il y a un organisme supranational qui organise et qui finance la censure mondiale des réseaux sociaux, et y compris de la presse. Alors, ça se passe comment? Il y a un organisme international qui s'appelle Poynter. Poynter. Alors, je vous invite à taper Poynter, vous verrez, vous tomberez dessus. C'est un site qui rassemble tous les médias du monde entier, les mainstream du monde entier, et qui leur demande de dénoncer les fausses nouvelles, les fake news. Donc, quand un média, on va prendre un média de base, Le Monde, un journaliste du Monde voit passer une information sur les réseaux, il dit, ça c'est pas bien, ça me plaît pas, ou même sur un site, moi j'ai eu l'expérience, dans un site privé, mais un site sur internet d'information, sur lequel j'avais publié un article d'ailleurs, et donc arrive Radio France d'ailleurs, c'était pas Le Monde mais Radio France, qui nous signale à Poynter. Alors Radio France remonte l'information à Poynter, là cet article on n'aime pas. Eux ils sont membres de Poynter. Donc Poynter ensuite qu'est-ce qu'ils font? Ils redescendent l'information sur Google, sur YouTube, sur Facebook, et ensuite ils bloquent le site. Donc le site pour lequel j'avais écrit, pendant un jour ou deux, il a été bloqué, l'article a été bloqué et il n'y avait plus d'accès à rien. Donc on a appelé, on a dit qu'est-ce qui se passe? Oui, mais vous avez été signalé. Donc on a été dénoncé par des confrères. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils font la police de la pensée, c'est la police politique au niveau international. Et donc ça se fait comme ça, c'est-à-dire que ça monte, c'est centralisé ce Poynter, puis après ça redescend. En sachant que Poynter est financé par Facebook et par d'autres fondations, dont la plus connue est évidemment Bill et Melinda Gates. Et évidemment, ils disent pas nous on finance, mais ils disent oui, financé par des fondations privées. On sait très bien lesquelles c'est, puisque la fondation Bill et Melinda Gates finance également l'AFP, qui est une agence publique. Il faut le savoir, ils ont reçu des millions l'AFP. Ils financent également Le Monde. Quand on a découvert que Le Monde était financé par Bill Gates, comment voulez-vous que Le Monde, par la suite, ait des articles critiques sur les vaccins? C'est pas possible, puisque Bill Gates, c'est le grand Manitou du monde vaccinal depuis des dizaines d'années. Au point qu'il fait la pluie et le beau temps, et que le patron de l'OMS, Ghebreyesus, était l'ancien bras droit que Bill Gates avait mis sur son fonds mondial contre le sida. Donc, et en même temps, Ghebreyesus est aussi très gentil, est un ami des Chinois. Et Bill Gates aussi est un ami des Chinois. Parce qu'on s'aperçoit maintenant qu'il y a une collusion entre ces multinationales gérées par Bill Gates et compagnie et certains Chinois. Et c'est comme ça que Bill Gates a financé des recherches dans des laboratoires chinois. Et qu'ensuite, les vaccins, certains vaccins, ont été conçus dans des laboratoires chinois. Avec des fonds américains. Y compris des fonds du Pentagone. Donc, vous voyez, ça va loin. Donc quand on en arrive à se dire comment ça se fait que l'armée américaine se retrouve à financer des manipulations génétiques dans des laboratoires chinois, alors que ça peut donner naissance à du bioterrorisme et de la lutte biologique dans un cadre militaire. Il y a beaucoup de questions. Clairement, on ne doit plus raisonner en termes nationaux, mais en termes mondialistes, quoi. Ça, c'est clair à partir du moment où vous dites là. Mais ce qui est fascinant dans ce que vous dites là, j'imagine la scène de ces journalistes qui vous ont censuré, vous, qui avaient un CV impressionnant de journaliste d'investigation, qui avait, qui est de référence, qui est une référence dans votre métier, probablement par des journalistes qui ont, 25 ans, qui tout d'un coup ne font plus du journalisme, mais de la police pour des multinationales, au nom du monde, le journal de... Mais on est... Ouais. Si le public pouvait savoir ça, c'est ça peut-être que l'action... C'est comme on a quand même protesté, donc on est remonté, parce qu'on est remonté à la source. On a dit, mais attendez, où est la source dans cette histoire? C'est remonté. Après c'est redescendu. Et après ils se sont excusés. Ils ont dit, pardon, c'est trompé, c'était une erreur technique. Oui. Voilà. Et ça s'est réglé comme ça. Mais le mal a été c'était fait. Il y a un certain temps, et c'était avant le Covid.
Ah oui. C'était avant le Covid. Mais après, je ne sais même pas s'ils se seraient excusés depuis. Peut-être qu'ils auraient dit non, circuler, il n'y a rien à voir, j'en sais rien. La censure, elle est devenue... Mais ça aussi, c'est peut-être une action que le public qu'on peut, comment dire, se demander si les résistants peuvent faire. C'est en quelque sorte alerter le public à quel point. Parce que moi, c'est vrai, quand je dis à des gens normaux qui savent, qui disent que bon, peut-être quelque chose qui ne va pas, quand je leur dis à quel point nous-mêmes, BAM ou d'autres, sont censurés pour des nouvelles qui sont totalement factuelles, mais les gens disent, enfin, c'est pas possible. Peut-être que ça, c'est un territoire à faire pour lancer l'alerte, alerter le public sur le niveau de la censure actuelle. Bah, le niveau de la censure, honnêtement, il suffit de le voir. C'est que, en fait, c'est tellement banalisé qu'ils l'acceptent. Qui? Le public. Parce que la censure, on la voit dans Facebook. Ils savent maintenant qu'il y a des gens qui sont censurés. Le président des États-Unis lui-même, son compte Twitter est censuré. Donc tout le monde le sait. Oui, Donc, mais la censure est banalisée. Avant, il y a longtemps, c'était, je ne sais plus qui s'était levé, il avait dit messieurs les censeurs, bonsoir, il était parti. Parce que la censure, c'était très mal vu. Maintenant, c'est comme si c'était normal, la censure. Bah oui, on est tellement habitué à la censure.